Salut à tous, épisode 8 avec les Dallas Mavericks. J'ai démarré cette partie en octobre 2016 puisque c'est une ère Curry en mode MyNBA. Et honnêtement, elle a été, on va dire, elle a tenu ses promesses. Et nous sortons d'une deuxième couronne, d'une deuxième bague consécutive ici. Donc ce sont les playoffs 2020 qu'on vient d'achever à l'épisode précédent avec le sweep. Ça par contre, je suis un petit peu gêné. Le sweep vis-à-vis des Sixers, qui pour autant n'ont pas démérité sur toute la saison, mais quelques éléments ont joué contre eux et ça a pris une tournure assez rapide. Voilà, à l'image de cette fin de match où finalement on rentre, on était à -4, et puis très rapidement Luka Doncic, puis regardez, une perte de balle de White, voilà, qui cherche Jojo Embiid, récupéré par Adebayo, après la vista de Luka et la finition de Jason Tatum. Voilà, tout est résumé dans ces deux actions. Et ce qu'il y a, c'est que cette équipe, vu la manière dont elle est constituée, c'est-à-dire avec Derrick Rose comme meneur principal, on va dire, Derrick Rose, à qui on a d'ailleurs bien fait de proposer une extension de son contrat le plus longtemps possible. Il va rester avec nous jusqu'à la fin de sa carrière, Derrick Rose. Je suis très très content, j'adore ce joueur. 4 années, donc jusqu'à 35 ans, on est déjà pas mal. La manière dont cette équipe est constituée, normalement, fait qu'on devrait être assez stable dans cette construction. Derrick Rose a même eu son deuxième trophée consécutif de 6e homme de l'année. Gary Payton assure des minutes vraiment satisfaisantes et de temps en temps en sortie de banc, et de temps en temps il allume des gros pétards. Voilà, il est aussi un peu adroit à 3 points, donc c'est vraiment un joueur assez sympa. Brandon Jennings, c'est plus quelqu'un qui est au bout du banc, mais très sympathique. Puis après on arrive à l'une des deux têtes de l'équipe, donc Luka Doncic. Alors là, bon, il n'y a pas vraiment de mots pour l'homme qui l'année précédente avait offert le titre, toujours face aux Sixers, sur une action d'anthologie contre Joel Embiid, qui est toujours capable comme ça de venir chercher les fautes et de mettre le panier alors qu'il reste 2 secondes à jouer, par exemple. Ensuite, Malik Monk, l'aérien, Malik Monk, le soyeux, l'esthétique, avec des capacités à créer son shoot, à finir. Il défend aussi de fort jolies manières. Vous voyez ici, hop, Aldridge qui quitte son slip, et encore de la haute altitude sur le alley-oop en contre-attaque. Voilà tout ce qui illustre Malik Monk. C'est un joueur très très complet qui vient bien dans les forces et les faiblesses du reste de l'effectif. Après, on arrive à la deuxième tête du navire. Donc là, Jason Tatum, c'est peut-être son année à JT. Il a été peu couronné individuellement, mais en revanche décisif dans des moments terriblement clés. Il n'est pas MVP comme Luka. Ça posera peut-être un problème par la suite, j'espère pas, mais ce serait dramatique. Mais regardez, petite action qui illustre la clutchitude, si j'ose dire. C'est ce shoot qui offre la victoire, le buzzer beater, lors du match 1 des finales, qui fait probablement déjà basculer ces finales. Alors que les Sixers s'engueulent pour se dire c'était à toi, non, c'était à moi. Bref, terrible ce shoot. Il a fait super mal, ils se sont tous pris la tête. Bref, ok. Ensuite, John Isaac. Juste exceptionnel. Joueur d'équipe par excellence, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui pèse énormément, surtout sur l'attaque adverse. Il a ainsi pu faire bénéficier à Doncic et Tatum de ses beaux écrans. Il a également, toujours cette capacité à faire l'overpass au moment où quelqu'un est libéré. Il est capable aussi après de prendre pas mal de rebonds. Petite défense en drop ici, là, hop, on capte le rebond. Il y a aussi un peu de conclusion près du cercle, puisqu'il va très vite en fait, il est très athlétique. Donc il vient comme ça conclure sur des actions, surtout en trailer, sur contre-attaque, on va quand même pas se mentir. Après, il y a une petite capacité aussi à sanctionner à 3 points, qui est assez agréable, mais il prend pas beaucoup de shoot.
Et puis aussi de près dans la raquette. Voilà, bref, joueur qui a été pour la 2e année consécutive dans une All-NBA Defensive Team. Ensuite, T-Ross. Alors là, T-Ross, j'adore également. T-Ross, c'est déjà un sourire de dingue. C'est aussi une capacité à sanctionner au shoot, une belle adresse, en plus d'une défense franchement pas dégoûtante, et qui a même finalement un peu poussé ce trade là où je dois faire partir Dorian Finney-Smith pour laisser de la place à tout ce petit monde là, et notamment T-Ross. Cam Reddish, il s'est adapté, on va dire, il n'a pas beaucoup joué cette saison, il était rookie, il a appris. Ensuite, Chris Boucher, très précieux au rebond, très très bon au poste 4 ou 5, mais aussi cette capacité à étirer l'attaque de l'équipe et sanctionner très régulièrement à 3 points dès lors qu'on fait appel à lui. Ensuite, Chamberlain, je ne vais pas vous parler de lui, il sera plus là pendant très très longtemps, je crois. Il fait partie d'un trade, je suis désolé. Bam Adebayo. Alors là, par contre, on est plus sur le visage qui ne sourit pas. Bam Adebayo, il vient, il défonce à peu près tout ce qui peut être possible d'être défoncé. Ça dunk avec beaucoup de puissance. Ça vient même poser des contres avec une vraie vitesse qui permet de revenir comme ça sur les contre-attaques adverses. Et même un petit shoot à mi-distance qui fait plaisir. Donc, et puis même des shoots très importants en finale. Voilà. Donc, à partir de là, Bam Adebayo, il est juste exceptionnel. On passe à Roy Hibbert, qui a eu un rôle assez réduit, mais par contre, chaque fois qu'il est sur le parquet, on peut être que fier de ce qu'il fait. Et Naz Reid, saison également de rookie, qui a exercé pas mal de dissuasion, qui a aussi été partie prenante dans les systèmes. Hop, passe pour Doncic. M'intéresse beaucoup Naz Reid, ça peut être génial sur le long terme. Ensuite, au niveau contractuel, où est-ce qu'on en est ? On en est tout simplement à une équipe qui, au moment d'aborder l'été 2020, va avoir des player options à activer pour 4 des principaux joueurs de l'équipe. D-Rose, j'ai solidifié à l'avance, donc c'est pour ça que c'est tranquille. Et puis voilà, donc on voit que Reddish, Hibbert et Jennings, la question va pouvoir se poser de la manière dont on prolonge. À mon avis, on va activer les options, mais bon, voilà. Allez, je passe directement à mois de juillet, où on voit qu'il y a un certain nombre de joueurs qui prennent leur retraite. Donc je laisse partir J.R. Smith, Jamal Crawford, Monte Ellis, J.J. Redick. Par contre, on va rappeler quelques-uns. On va, par exemple, ne pas accepter tout. Je pense que certains en ont encore un petit peu sous la pédale. Donc, voilà. Par exemple, Taj Gibson peut encore faire une saison, je pense. Rajon Rondo, moi aussi, je le verrais bien faire une saison supplémentaire. Après, bon, voilà, on peut laisser partir. Peut-être Dwight Howard, pour pas que les Suns soient trop dépouillés. Parce que c'est encore solide en backup d'avoir ce genre de pivot expérimenté. Donc voilà, je le rappelle pour une année. Ok. J'aime pas que la ligue se dépeuple trop, parce qu'après, il va y avoir trop de joueurs fictifs. Ça, c'est assez pénible. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tendance à vouloir garder les vieux. Tom Thibodeau, je peux pas le retenir plus. Pourtant, j'aurais aimé le conserver dans la ligue. En revanche, Kurt Rambis, on va garder. Et Nate McMillan également. Bon, après, pour le recruteur et le médecin suivant, on s'en fiche un peu. Ça, c'est interchangeable. L'IA trouvera la solution au moment de prolonger ses contrats de staff. Après, personne au Hall of Fame pour le moment. Ensuite, les retraits de maillot, forcément, personne non plus. Ok, on passe. Et on arrive aux changements historiques. C'est l'arrivée du play-in. Voilà, l'arrivée du play-in avec... c'est la seule véritable différence avec la saison d'avant. Voilà, le play-in débarque, ça va être sympa. Il y aura donc jusqu'à la 10e place pour se qualifier potentiellement en play-off dans chaque conférence. Les réunions de ligue vont venir confirmer ce changement historique, puisque on va se retrouver à devoir confirmer, je vais valider, bien sûr,
Les playoffs classiques intégrant 2 équipes supplémentaires, gna gna gna, bah c'est ça. C'est le play-in, le reste est rejeté. Je veux pas trop changer la structure des règles de la ligue. Moi, j'aime pas trop le changement, surtout quand il n'est pas justifié. Et on arrive à la loterie. Alors à la loterie, il faut quand même que vous sachiez que, bah oui, on a ce choix des Clippers. 14% donc de chance d'avoir le first pick. On a également les Wizards et les Kings, mais je crois qu'il y en a un des deux qui est protégé. Mais en tout cas, nous, c'est pas protégé. Normal, la protection avait agi l'année précédente. Alors, on va gagner la loterie ou pas? On le mérite pas, honnêtement. Hein. Ah, ça va. On perd la loterie, on est 4e. Les Hawks, par contre, viennent prendre le premier choix. Félicitations à eux. Les Suns, 2e, ça va leur faire le plus grand bien. Les Wizards, ça va leur faire beaucoup de bien aussi, décidément. Mais par contre, tout de suite se pose pour moi une vraie question. J'ai un choix 16 aussi, hein, qui est un choix qui vient des Hornets. Le choix 16, je sais comment l'utiliser. En revanche, le choix 4, j'ai aucune envie d'ajouter un rookie très très consistant et très prometteur à mon équipe à ce stade-là. Ce serait une vraie hérésie. Je ne saurais plus quoi faire et je serais obligé de faire partir quelques-uns de mes role-players, de mes joueurs de banc, si vous préférez. Donc, pas du tout envie d'utiliser ce pick. Voilà, après le staff, ça va bien, il reste une année à tout le monde, il va falloir que je pense à les prolonger. Comme ça, au moins, je serai débarrassé du problème du staff l'année suivante. Et puis après, on bascule vers la draft. Eh ben non, parce que je vous ai dit que je voulais pas de ce 4e choix, et je veux pas attendre la draft pour m'en débarrasser. À ce stade-là, on a un choix 4, dont je vais essayer de trouver un trade intéressant pour nous. Le 16, je garde, et le 36, donc en fait 6 du 2e tour, je vais essayer de m'en débarrasser. J'ai longtemps cherché, mais pas si longtemps que ça. Je me suis dit que ce choix numéro 4, il pouvait faire des petits. En quel sens? Bah, par exemple, rétrograder de 4 à 8 dans un premier temps, parce que les Pacers peuvent avoir un vrai besoin sur le poste 2. S'ils avaient la chance de prendre un beau poste 2, je pense un tout petit peu à Anthony Edwards, hein, si vous voulez, eh ben, ce serait génial pour eux, donc ça vaut le coup de monter. Moi, je récupère un pic dans l'affaire, logique, passer du 8 à 4, ça se paye, et puis je vais également remonnayer ce choix numéro 8, parce que je n'en veux pas. Le joueur que je convoite, je maintiens un tout petit peu de suspense, le joueur que je convoite, je vais l'avoir au-delà, je pourrais même l'avoir à la 20e place en fait. Et c'est ainsi qu'on va faire affaire avec les Suns qui sont intéressés d'aller choper un 2e top 10 dans cette draft-là. Et en échange, on récupère encore 2 picks 2023. Tiens donc, 2023. Moi, je pense que vous avez compris ce que j'ai en tête. 2023, c'est une draft dont on va se souvenir, je crois. Et regardez, on en a 2 en 2021, des premiers tours, 1 en 2022. Et puis on en a surtout maintenant 5, dont le nôtre qui ne vaudra rien, mais on a Rockets, Pacers, Bucks et Suns. Pas mal hein, pour 2023. Donc voilà, on prépare l'avenir, au cas où on aurait des problèmes de morale, des gens qui veulent partir, bref, faut se méfier de tout ça, je crois. Et c'est parti pour la draft. Cette classe de draft qui arrive, elle est constituée de LaMelo Ball, Wiseman, Anthony Edwards, mais également de Christopher Carter, qui est un pivot qui peut être dangereux, lui. Il a un super profil, on va dire, moderne. Donc les Atlanta Hawks ne se sont peut-être pas trompés en allant chercher ce joueur inventé. Derrière, les Suns vont prendre Wiseman, très bien. Les Wizards vont prendre LaMelo Ball. Honnêtement, LaMelo Ball, dans n'importe quelle équipe qui a besoin de se reconstruire, c'est une bonne pioche, donc rien à dire. Indiana Pacers, et évidemment, et là, c'est pas moi, hein, j'ai pas pris le contrôle, moi j'ai laissé faire les choses. Punaise, Anthony Edwards, pile poil aux Pacers, ça fait trop plaisir. Paul George va être content. Ou alors il va pouvoir demander son trade, c'est à voir. Mais donc Cole Anthony également va venir faire progresser ses Kings, je l'espère. Après, il y a Orlando qui choisissait 2 fois d'affilée. Ils ont pris Obi Toppin en 6, ouais. Et puis par contre, en 7,
Ils ont pris quelqu'un qui va leur faire du bien, vous allez voir. J'ai nommé Tyrese Haliburton. Ah, enfin, enfin un beau style que Tyrese Haliburton pour le Magic. Peut-être le Magic va enfin se relever. Dans la foulée, les Suns, ils sont allés reprendre un pivot. Alors là déjà, ouais, je comprends moins quoi. Bref, les Lakers vont prendre Patrick Williams. Ouais, c'est cool. Bon, c'est rigolo par contre de prétendre que ça peut être en vue de la retraite de LeBron James, parce que je crois que les deux joueurs n'ont pas grand-chose à voir. Ensuite, Sixers prennent Maxey. Qui voulez-vous d'autre que les Sixers aillent chercher en 10e position? Donc Tyrese Maxey, magnifique. Ensuite, les Brooklyn Nets, Asia Stewart. Ouais, ok. Je sais pas s'il y avait pas mieux quand même, hein, en 11e position, mais bon, bref. 12e pour les Pistons, Alexei Pokusevski. J'aime bien Pokusevski, mais il n'est pas beaucoup exploité hein, par le Thunder, il faut quand même l'admettre. Les Warriors prennent un intérieur, merci, enfin, Precious Achiuwa. Donc voilà, j'adore ce joueur, me fait bien plaisir pour les Warriors. Josh Green, du côté des Rockets, ça va, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce que veut James Harden à ce stade de sa carrière? Je sais pas. Le Heat prend Deni Avdija. Lui, j'étais éventuellement tenté par le prendre. Il pouvait avoir un profil qui m'intéressait, Deni Avdija. Mais regardez, mon choix initial va pouvoir rester celui que je vais faire. Choisir un espoir. Qu'est-ce qu'il nous reste à ce moment-là? Si on classe un peu les choses, il reste, ok, Killian Hayes, Kyra Lewis, Saddiq Bey, Emmanuel Quickley. Pas mal, non? Devin Vassell aussi, solide. Mais bon, voilà, vous me connaissez. Vous vous doutez de quel type de joueur je peux avoir envie pour assurer mon avenir. C'est évidemment Jaden McDaniels. Parce que ça, c'est pile le profil de joueur, vous voyez, entre 2 mètres et 2 mètres 8, qui m'intéresse. Polyvalence à 2 postes. Une espèce de John Isaac réincarné. Alors que l'autre est encore jeune, hein, mais bon, voilà. J'espère que ça va pas bouchonner en termes de temps de jeu et que je vais réussir à trouver un peu de la place pour tout le monde. Ça va être vraiment mon problème. Mais Jaden McDaniels, j'ai super foi en lui. Et puis, bon, ainsi vont se dérouler les autres choix. On va aller directement... je vous montre pas le récap 1 à 10, puisqu'on vient de le voir à l'instant. Donc, McDaniels pour nous. Et derrière, Quickley est allé aux Wolves. Super. Ils ont fait une bonne pioche avec Emmanuel Quickley. Et qu'est-ce qu'on pourra mentionner? Par exemple, Saddiq Bey aux Nuggets. Super bonne affaire. À 74 en 25e choix. C'est pas mal. Voilà. Desmond Bane aussi aux Bulls. Mine de rien. C'est pas mal aussi. Ensuite, la signature de rookie, comme d'hab. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que nous donne le jeune Jaden McDaniels. A priori, c'est plutôt intéressant, vous allez voir. On va chercher, voilà, le polygone. Oui, d'accord. Hein, je crois que on n'est pas tombé sur un joueur qui a peu d'avenir. Par contre, il sort à 71. Ça va me faire gagner une année, ça, pour lui donner du temps de jeu. Parce que je vais pouvoir lui donner entre 6 et 9 minutes environ. Donc ça va un peu m'arranger pour ne pas embouteiller ma rotation. Il aura un temps de jeu réduit, mais il en aura un peu quand même. Après, les options joueurs. Tatum, Doncic, Adebayo, Isaac sont évidemment prolongés. Je pense qu'il serait souhaitable de prolonger Reddish, quoique ça puisse se discuter, parce que si je renonce à la prolongation, je peux tout de suite lui négocier une extension. J'ai hésité pas mal. Hibbert, je prolonge jusqu'à la fin, c'est évident, de sa carrière. Et Jennings aussi, j'ai hésité. J'ai hésité, donc Cam Reddish. Vous voyez, il y a cette hésitation que j'ai, c'est pas pour m'en débarrasser, au contraire, c'est plutôt pour essayer de lui signer un plus gros contrat tant que j'ai du cap space. Mais finalement, je vais maintenir l'option, et je pense qu'on arrivera à trouver un arrangement. Il sera peut-être pas très gourmand parce que il n'a pas une grosse marge de progression, Cam Reddish. Et puis en définitive, si ça va pas, on le transférera parce que on a déjà pas mal de monde. On verra. En tout cas, au niveau des options,
ce qui va se passer ici, c'est que Kevin Durant va être free agent, tout comme Mike Conley, tout comme Gordon Hayward, tout comme KCP, mais je pense que tout ça va prolonger. Je l'espère en vérité. J'espère que ça va prolonger ces joueurs-là, quitte à avoir du sign and trade sur Kevin Durant si les Warriors veulent vraiment tourner la page, mais comme dans la réalité, c'était passé, hein, souvenez-vous, sauf que c'était un petit peu avant le timing dans lequel on est dans cette partie-là. Voilà, on arrive au qualifying offers. Nous, logiquement, on n'en a pas. Voilà. Et on va pouvoir passer très tranquillement à la free agency pour voir ce qui peut bien s'y passer. On a un peu de boulot, mais on n'a pas énorme à faire non plus. Et la free agency, en tant que telle, pour les Mavs, a été assez calme, puisque au final, moi, j'ai déjà 12 ou 13 joueurs. J'ai qu'à prolonger Brandon Jennings. Et au final, voilà, c'est réglé. Donc, nous, on n'est pas très actifs sur la free agency. C'est normal, on est déjà construit par la draft des années précédentes. Et par même cette draft-là, hein, en fait. On se construit, à chaque fois, on se construit par la draft. Et il y a eu très peu d'échanges. Finalement, ouais, Derrick Rose est venu par échange. Peut-être aussi T-Ross. Mais bon, c'est pas énorme, hein, Chris Boucher. Alors, on voit qu'il y a des jolies progressions, hein, comme on s'en doute, forcément. Le plus 4 de Doncic est quand même assez intéressant. Après, Monk devient un joueur un peu plus solide aussi, à 78. J'ai quelques anciens qui perdent un peu quelques points ou qui se stabilisent, comme Ross ou Boucher ou Derrick Rose. Mais au final, il y a quand même de la progression. Le plus 2 de Tatum, le plus 2 de Isaac, plus 4 pour Reddish qui devient aussi comme T-Ross, un joueur sur lequel on peut vraiment compter dans une rotation. Je trouve à partir de 75, 76, c'est un joueur déjà sur lequel on peut vraiment miser. Naz Reid à 73, de toute façon, il a un rôle de backup, mais c'est très intéressant. Adebayo a fait plus 1, il est à 86. Ok, avant d'entamer sa prolongation, hein, à lui et pas que lui, c'est intéressant d'avoir comme ça les progressions. Je voulais le faire avant. Et donc, oui, voilà, on est à 1 an de l'expiration du contrat rookie de Isaac, Tatum et Adebayo. Donc forcément, il faut faire quelque chose. Alors, on pourrait choisir, sans rigoler, de faire exploser et de se dire, voilà, on repart sur du neuf, ou alors je fais exploser cette équipe parce que, entre guillemets, ça n'est, j'ouvre des guillemets, plus drôle. En fait, moi, je trouve ça très bien d'enchaîner et de faire une espèce de dynastie. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est hors de question que je lâche la base de mon équipe, qui est Adebayo, Isaac, Tatum, Doncic. Et puis, par contre, ce qui peut fluctuer, c'est les role players autour. Donc c'est vrai que là, on va prolonger, vous avez vu Isaac à l'instant, 4 années, dont une en option joueur à 25 millions 75. Je vais évidemment aligner Adebayo sur le même salaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour moi, Isaac et Adebayo ont exactement la même importance dans l'équipe. Donc même si Adebayo voulait moins, hein, il était moins gourmand que ne l'est John Isaac, qui aime un petit peu plus l'argent, c'est pas grave, on va donner à Adebayo exactement le même contrat. Je l'aligne sur son camarade de la raquette. Et en revanche, assez symboliquement, au moment de prolonger Jason Tatum, je vais lui donner un salaire légèrement supérieur. Juste pour dire, ok, Tatum, c'est quand même une pièce maîtresse, notamment offensivement, hein, mais il est devenu aussi un excellent défenseur avec le temps. Hein. Voilà, donc il faut qu'il soit augmenté, il faut qu'il soit prolongé à un tarif supérieur, même si c'est symbolique, supérieur à celui de Isaac et de Adebayo. Pourquoi est-ce que j'envoie pas le max à tout le monde ? Déjà, pourquoi j'envoie pas le super max ? Parce que le jeu ne le permet pas. Vous savez qu'il y a les histoires de joueurs qui sont choisis. On peut aller jusqu'à 2 dans une même équipe. C'est les designated players qui peuvent être désignés donc pour avoir un super max. Il n'y a pas ça dans le jeu. Pourquoi pas le max ? Parce que je veux garder un peu de flexibilité, sinon on va exploser. Tiens, on voit aussi que pendant l'été, le Thunder a reçu Covington et Ace.
pendant que Cameron Payne est allé jouer sa chance comme meneur probablement titulaire aux Pacers, il ira avec Paul George et le tout nouvellement drafté Anthony Edwards. Et puis après, pour ce qui est de l'Est, il y a toujours une force très imposante que peut être ces Sixers de Joel Embiid, Ben Simmons, qui régalent toujours. Ils sont à 93-94 d'overall, ils sont assez monstrueux. Puis sur le backcourt, on fait confiance à Mikal Bridges, qu'on a aperçu juste avant, et Shai Gilgeous-Alexander et OG Anunoby. Voilà, ça paraît être sur l'aile. Ça paraît être assez intéressant. La draft 2021, oui, je vais utiliser la classe de draft à l'été 2021 qui suit. Obligatoire dans cette série de faire comme cela. Et on arrive à débuter une 5e saison. Donc cette 5e saison, octobre 2020, va nous emmener jusqu'au playoff 2021. Alors c'est parti, établissement relativement rapide d'une rotation de base. Je laisse toujours Derrick Rose en sortie de banc, parce que comme ça, quand il rentre, tout de suite j'ai déjà un petit impact. J'ai un impact sur la rentrée de Derrick Rose, puis après on s'arrange pour qu'il y ait toujours Doncic ou Tatum sur le terrain, sauf à un tout petit moment précis, c'est le tout début du 4e quart-temps, mais rien que l'équipe qui est alignée en tout début de 4e quart, avec donc Payton, avec désormais T-Ross, Reddish, Chris Boucher, Naz Reid, rien que cette équipe-là, elle est super sympa. C'est des mecs qui sont à 73, 74, 15, 16, quoi, max. Et en fait, rien que... Non, si, Payton 78, mais rien que ces mecs-là peuvent te tenir la baraque pendant le petit moment où les titulaires finissent de se reposer. Et cette année aussi, autre nouveauté, Doncic est associé le plus clair du temps à des mecs qui sortent du banc. L'année dernière, c'était Tatum. Et cette année, Tatum est associé à Isaac et à Adebayo assez souvent. C'est-à-dire qu'il a avec lui un petit peu plus de solidité. J'ai une idée, je vais vous en parler. Je fais pas ça par hasard. Ensuite, j'adapte un petit peu les objectifs en simulation associés à Rick Carlisle, mais sans tout bouleverser non plus. Il est clair que dans le coaching, on a aussi l'aptitude stratégique. On voit par exemple que jeu au périmètre, on est à 3,5 étoiles, alors que si par exemple on passe je crois que c'est en grit and grind, on peut rester aussi à 3,5, mais peut-être que ça paraît un peu... Allez, tiens, on peut se permettre de passer en grit and grind, parce qu'au final, je trouve qu'on a une équipe qui défend quand même l'acier, et il faut essayer d'en tirer bénéfice un maximum. Voilà. Donc, ensuite, après ce coaching, un petit point sur les finances, pour constater que, comme je disais juste avant, si j'ai pas augmenté au super max ou au max, mais Tatum, Isaac et Adebayo, c'est parce que il va falloir qu'à un moment donné, on garde de la flexibilité sur l'année qui suit, par exemple, sans compter la prolongation très probable de Cam Reddish, à moins qu'on le laisse partir dans la nature. Et l'option activée, évidemment, pour Naz Reid, à moins, là encore, qu'on trouve une solution moins onéreuse. On est déjà en léger dépassement du salary cap. Et d'ailleurs, cela ne comprend pas encore même l'activation de la dernière année en option de Doncic. Donc, on peut rapidement avoir un problème de salaire qui peut nous obliger à faire exploser l'équipe. Donc ça, c'est un petit paramètre aussi. C'est que tu te constitues une équipe de rêve, peut-être que à un moment donné, elle va exploser. Autre petite chose pour cette 5e saison, ça se passe dans les options de simulation. J'ai décidé, on est en Superstar, ça on le savait, mais j'ai décidé de monter la difficulté du simulateur à 60. Peut-être que ça ne suffira pas, mais en tout cas, je voulais monter un peu la difficulté du jeu. Je me disais qu'on avait déjà connu une saison record la précédente, donc pourquoi ne pas essayer autre chose et se rendre les choses plus compliquées. Et puis après, l'autre étape, c'est si j'ose franchir le pas,
ce sera de passer sur du Hall of Fame en difficulté globale, et notamment en ce qui concerne la gestion des matchs manette en main, le jouer. Pas évident pour moi, j'ai du mal, je me sens trop faible en fait pour pouvoir le faire, je considère que je suis pas un assez bon joueur. Donc on verra. Tiens, je vous ai quand même mis quelques petits passages de la cérémonie des Bagous, et donc un bon nombre d'entre eux, je crois que je les ai comptés, il y en a 10 ou plus même, pour qui c'est le deuxième titre NBA d'affilée, sachant que les autres n'ont que leur premier titre. Bon, Derrick Rose, voilà, c'est son deuxième. Voilà, majorité, c'est leur deuxième titre, hein, puisque l'aventure dure depuis quelques années déjà avec ces mêmes hommes. J'aime beaucoup la stabilité, moi, en sport co, de manière générale. J'adore. Alors, je sais bien qu'il faut insuffler de la nouveauté, il faut pas hésiter à renouveler un peu les effectifs, mais blague à part, si ça peut rester stable, j'adore. Donc on accroche une nouvelle bannière au plafond. Entre parenthèses, dommage que la bannière on la voit pas, parce que là on nous simule une bannière qui est montée, mais on la voit jamais dans le jeu. Ça c'est comme en My League avant, hein, ça n'a pas changé. Hein. J'espérais qu'avec le My NBA ça puisse évoluer, mais c'est pas le cas. Et puis ensuite, ce premier match où on remet les bagues, premier match de la saison pour Dallas à domicile en l'occurrence, c'est l'occasion de s'apercevoir que on est assez rapidement en domination. Hop là, ici, je plame. Ce match gagnant. Tiens, c'est marrant, on dit plus match, on dit dunk maintenant. Voilà, je me suis fixé un objectif, ça rejoint ce que je disais pendant la rotation avancée. Je me suis dit que cette année, j'aimerais bien que Jason Tatum soit en course pour le titre de MVP. C'était cool que Luka Doncic ait pu l'avoir la précédente saison, mais ce serait sympa aussi de partager avec Jason Tatum. Et donc à cet effet, je joue un peu plus perso à des moments, j'essaie de lui faire gonfler la ligne de stats avec des passes d'ess autant que possible. Et puis après, je suis aidé aussi par un niveau assez exceptionnel. Donc ici, il n'a pas eu de passe d'ess dans ce match-là. Vous avez vu, on a shooté énormément à 3 points. On est moderne avant l'heure, hein, on rend bien hommage à l'ère Steph Curry en fait, puisqu'on est dans l'ère Curry. L'ère Curry, c'est quoi en NBA? C'est évidemment ce 3 points qui a pris une importance grandissante et qui a bouleversé le style de jeu et qui a rendu aussi complètement périmé certains types de joueurs. Hein, coucou André Drummond. Mec, il est au salaire minimum, -2, alors que il y a 5 ans, c'était un salaire max, quoi. C'est quand même assez impressionnant, hein, de voir la manière dont cette NBA a évolué. Donc moi, j'essaie de jouer un peu en rapport avec ça. Puis après, c'est assez fun aussi quand on a des bons shooters et puis des bons joueurs tout court, de pouvoir envoyer du shoot. Quand un jour, je déciderai de vous proposer autre chose, une ère LeBron ou peut-être même une ère Michael Jordan, à ce moment-là, il faudra s'efforcer de quasiment pas envoyer de 3 points ou en envoyer beaucoup moins et être beaucoup plus sur le mi-distance, hein, le mid-range comme ils appellent ça, les 2 points longs. Bref, c'est tout un art. Mais ça, je peux aussi le développer avec les Clippers, et notamment avec un mec comme Kawhi Leonard, qui est un des chantres du shoot à 2 points longs, avec un mec qui lui met la main en travers du visage. Deuxième petite séquence, voilà, j'ai joué face aux Celtics. Les Celtics qui ont, en cette 5e saison, dans la partie, qui ont enregistré l'arrivée de Marcus Cousins. Et il revient pas beaucoup en défense. Hein. DMC, franchement, il revient pas beaucoup, mais on peut pas dire non plus qu'il nous ait fait super mal. Tatum a été omniprésent en première mi-temps. Je crois qu'il a noirci la feuille, 6 ou 7 passes décisives, rien que sur la première mi-temps. Hein. C'est en extrapolé quand on joue en 4 fois 6 minutes. Dire que le mec est déjà à 12 passes quoi, en première mi-temps, donc c'est assez monstrueux statistiquement. Là, hop, on décale McDaniels pour Cam Reddish. Ouais, je vais vous montrer un peu quand mes joueurs sortis du banc brillent, parce que on a tous compris. Alors, elle est jolie celui-là, là.
blam. Là, c'est la tenaille, quoi. Le mec, pauvre Jaylen Brown, il s'est fait saisir par 3 Mavericks, et je crois que c'est Isaac qui la touche. Oui, il semblerait que ce soit John Isaac. Vous allez me dire, qui d'autre aurait pu finalement avoir ce truc-là? On a eu une piètre adresse face à des Celtics qui pourtant, moi, sur le papier, me paraissent intéressants. Avec DeMarcus Cousins, avec Kyle Kuzma, avec Jaylen Brown, quand même, il a l'overall de Jason Tatum, là, il est aussi fort, hein. Avec même, voilà, vous voyez, un petit Jalen Brunson, Marcus Smart, et même Evan Fournier, mais pas mauvais, Evan Fournier du tout, hein, dans ce contexte-là. Alors Ford en sortie de banc. Bon, je m'attendais à un peu plus de résistance, et on est vraiment dans le grit and grind, hein, c'est-à-dire qu'on a des scores, nous, qui sont assez faibles. On joue sur un tempo qui est souvent relativement lent, et on limite l'adversaire à bien peu de production offensive, quoi. Ensuite, 3e match, puis après on avance. Brad Montgomery, vous le voyez. Puis après, si je montre aussi cette équipe des Hawks, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est eux qui ont, souvenez-vous, il y a quelques dizaines de minutes, accueilli le choix numéro 1 de la draft 2020. C'était ce joueur inventé, on va dire, par la classe de draft, ce joueur virtuel, mais qui s'annonce avoir un profil de pivot qui possède à la fois des qualités de défense intérieure, mais également d'adresse extérieure. Bref, il est tout à fait dans l'air du temps, mais il n'est pas titulaire, ils l'ont pas titularisé, c'est dommage. Ils ont Vucevic en pivot, puis après le mec en question, j'ai oublié son nom, mais va sortir du banc. Ici, on est un peu en gloubi-boulga basket, on sait pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un écran, et Jason Tatum, il va nous régler l'affaire. Voilà, c'est assez limpide. On est vraiment sur un début d'année qui est le début d'année de Jason Tatum, qui était déjà leader dans l'adresse à 3 points la saison précédente à 43,7%. Donc on est sur un joueur totalement monstrueux, dans une équipe très forte. Hop là, Montgomery, Gabriel, qui lui ressort. Vous voyez, il est adroit, ce... Alors ça, c'est un petit gars qui a été proposé par le jeu depuis le tout début, Montgomery, je le vois. C'est un arrière qui est assez intéressant. Là, c'était lui, le petit pivot, là, qui a shooté. Je dis petit parce qu'il est jeune, mais au final, bon, ils peuvent pas nous opposer grand-chose. Il y a une certaine naïveté. Vous voyez, c'est le numéro 38, là, avec le bandeau. Même Boucher arrive à prendre en supériorité au niveau du box-out. Il lui fait la chanson. On arrive à même obtenir des contre-attaques, faute de Montgomery, justement. Et c'est en fait un match intéressant parce que ça va être serré à un bon moment. Et c'est qui aura fait la première diff? Bah justement, les mecs dont je vous parlais, tous ceux qui sont sortis du banc en début de 4e quart. Puis après, les titulaires n'ont fait qu'appuyer sur le déséquilibre que les mecs sortis du banc avaient créé. Hein, mais la vraie diff, elle s'est faite sur ces premiers 25% du 4e quart-temps, quoi. Quand j'ai Ross, Reddish, Naz Reid, Chris Boucher, le petit Payton, voilà. Puis immense match de Jason Tatum. Mais je vous dis, ça a l'air d'être son année. Donc là, on se doute que les stats, elles vont être affolantes. Vous voyez, le mec en question s'appelle Carter, celui dont je vous disais, le fameux rookie qui a été choix numéro 1. Allez, alors maintenant j'avance. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir avancer cette saison régulière sans trop s'arrêter à droite à gauche. Et on va s'apercevoir que elle va pas forcément se passer comme la précédente. C'est-à-dire que la blessure de T. Ross va nous être quand même assez impactante. Vous voyez, j'essaie de répartir toujours les minutes. On l'a vu juste avant, un banc plutôt sympa et prometteur, mais pas nécessairement très très solide, hein, surtout si on ampute d'un ou deux joueurs peut-être expérimentés comme peut l'être Ross. Et c'est comme ça qu'on va enchaîner une petite série négative avec une deuxième défaite assez tôt dans la saison face
aux Timberwolves, une 3e défaite même face aux Pacers. Donc voilà, on n'était pas habitué à cette proportion-là de victoires-défaites, notamment au cours des 2 saisons qui ont précédé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Et bien finalement, au bout de 16 matchs, on est à 10 victoires et 6 défaites. Et c'est pour montrer un petit peu quel peut être, je dirais, l'impact de Terrence Ross, mine de rien. Faut dire que nos petits jeunes sont quand même relativement perfectibles, quoi. Hein. Et puis je donne peut-être pas toutes les minutes qu'il faudrait à certains, parce que je veux conserver du temps pour bientôt McDaniels, mais aussi et surtout Reddish, pour Naz Reid, pour Chris Boucher. Puis voilà, on va terminer le mois, ce premier mois de compétition à 15 victoires et 6 défaites, avec tout de même les Lakers en ligne de mire. On peut revenir très facilement. Il suffit juste d'enchaîner une belle série. Ici, sur le mois de décembre, regardez, James Harden qui est balle en main. On va ici illustrer peut-être un renouveau en fait pour l'équipe. Voilà, ça va beaucoup mieux ici, comme cette action-là le montre. Puis après, dans la foulée, sont les Raptors avec lesquels on va peut-être croiser le fer. En fait, les Raptors, c'est une équipe très intéressante autour de Marc Gasol. Franchement, Alex Stokes, le poste 4, là, n'est pas dégueulasse. Puis il y a toujours la base Laurie DeRozan. Donc attention, une équipe qu'on aborde avec presque le même bilan. Elle est plutôt dans le très haut de l'Est, avec Philadelphie et Boston. Et puis, c'est toujours intéressant de se tester pour Adebayo face à un très bon pivot, très expérimenté. Et Jason Tatum à la balle. Il distribue les passes. Toujours un peu cette idée, je disais juste avant, il y a quelques minutes, que j'avais envie de peut-être voir Jason Tatum briller. On aime bien cette action ici avec Adebayo qui ressort comme une espèce de tour de contrôle qui distribue. Puis après, on a toujours ce jeu rapide, à l'image de cette action où Derrick Rose trouve McDaniels. Ici, Tatum se régale. Regardez, hop, le petit bras roulé, si j'ose dire. Et puis, toujours des petites actions qui sont notre argent en banque. Vous voyez, ici, pénétration. On peut tout faire avec JT. Et là, franchement, c'était un moment où je trouve que j'atteignais une sorte de maîtrise du jeu avec cette équipe, bien sûr, et dans cette partie. C'est pas le cas tout le temps, du tout. Mais j'avais une forme de maîtrise à ce moment-là. Puis après, il y a eu un long moment pendant lequel j'ai moins joué. Puisque je vous ai proposé une série de vidéos qui peut vous montrer que j'ai moins joué à cette partie-là, voire pas du tout joué pendant 1 mois et demi à peu près. Et là, le moment où je reprends, il arrive à peu près maintenant. Vous avez vu, on a fait passer une sale soirée à DeRozan et Kyle Lowry. Donc début décembre, c'est le moment où je reprends un petit peu la partie, parce que finalement, je me dis, elle est quand même assez fun. Et puis au moins, on a des classes de draft qui sont garanties, si j'ose dire. Même s'il y a de l'aléatoire, mais quand même, pour l'essentiel des joueurs, on va dire. Puis il manque quelques noms aussi, mais pour l'essentiel des joueurs, c'est quand même valeur sûre que ce mode de jeu avec les classes de draft, on va dire, principalement complètes. Et puis, des fois, on perd un joueur. Là, c'est Malik Monk. Est-ce que Malik Monk aura le même impact quand il n'est pas là que l'avait eu T. Ross? En fait, non.
Non, Malik Monk doit être apparemment moins important que Terrence Ross. Faut dire, il passe un certain nombre de ses minutes en compagnie de meilleurs joueurs sur le parquet que ne le fait T-Ross. Et je pense que c'est un petit peu lié à ça dans ma rotation avancée. Donc voilà, on croise le fer ici avec les Lakers qui ont, avant le match, un meilleur bilan que nous. Et bon, bah là, il s'agit bien d'essayer de montrer qu'on est capable de passer devant ces Lakers. Donc Lakers en mode Big Three, hein, avec LeBron James, Anthony Davis, mais aussi Chris Paul. Voilà, je trouvais que c'était amusant de combattre une telle équipe. Après, voilà, qui a vraiment de l'impact chez ces Lakers-là? Bah déjà, pas celui qui défend sur Luka Doncic, apparemment. Ici, c'est Gary Payton aussi, qui va rapidement planter une banderie. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y aura peu de suspense dans ce match-là. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rigolo. En l'occurrence, très peu de suspense, puisque défensivement, on va les étouffer d'une manière assez humiliante. Et offensivement, on va arriver à placer nos actions, voire même faire briller par moment quelques-uns comme Gary Payton de Second. Et voilà. Après, mes apports en sortie de banc, ils sont toujours relativement modestes. Je marque quand même, et ça me plaît pas beaucoup. Ouais, LeBron James a passé une sale soirée à 4/16. Je trouve qu'il y a toujours aussi peu de... Il y a toujours aussi peu de quand même de contributions, on va dire, égales dans mon équipe. Hein. Elle est ultra dominée par Tatum et Doncic, même si j'aimerais beaucoup qu'il en soit autrement. Mais voilà, c'est pas évident d'infléchir ce truc-là. On va croiser ici une première fois les Sixers et en simulation, le boulot est fait avec notamment un bon Derrick Rose. En face, Embiid a passé une sale soirée à 3 points. Je sais pas pourquoi il a autant shooté. 2/10. Et puis on va croiser aussi une équipe qui est assez intéressante. C'est ces Pistons. Alors dans cette partie, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Hasard de la draft et des choix de l'ordi, de l'IA, on va dire, se retrouvent dans la même équipe, et c'est-à-dire ils sont tous les deux à Détroit. Et il y a une belle équipe autour d'eux, avec Dédé Drummond, avec Toby Harris, il y a voilà, des joueurs assez intéressants. Alors, ça va pas nous empêcher de nous détacher, mais seulement en début de quatrième quart-temps. Avant cela, c'était pas le cas. Il aura fallu quelques petites actions de classe, notamment de Tatum, pour embêter les Tinsley et autres Ferrell sont des régènes, hein, qui viennent totalement compléter un effectif pour le moins physiquement intéressant, quoi. Ils sont assez athlétiques, ils sont durs à bouger, et il y a moyen de se casser les dents. En tout cas, moi, pendant 3 quarts temps, je me suis cassé les dents sur eux. Ensuite, avant que les remplaçants ne fassent déjà une première différence, je le disais. Ensuite, simulation, Grizzlies, ça passe. Se présente à nous dans la foulée les Wizards, qu'on bat également, mais pas non plus avec une marge infinie. Et puis on retrouve l'équipe qui, voilà, j'en parlais juste avant, l'équipe qui est vraiment notre opposant principal, hein, dans cette partie. J'ai nommé les Sixers, puisque si Dallas est en tête de l'Ouest, eh bien, ce sont les Sixers qui sont en tête de l'Est. Puis la tendance, à mon avis, elle n'est pas prête de bouger. Ça fait à peu près 2-3 saisons que ça dure. J'avais démarré cette partie avec les deux équipes, en fait, avec Mavs et Sixers. Et puis là, on s'aperçoit que, moi j'ai un peu fait évoluer l'effectif du côté de Philadelphie. On a Shai Gilgeous-Alexander qui commence un petit peu à pointer le bout de son nez en tant que très bon joueur, mais il est encore jeune là. Il a de la marge encore, je le pense.
Par contre, ceux qui sont vraiment les deux leaders absolus de l'équipe, c'est un excellent Ben Simmons, d'une part, et puis Jojo Embiid, vous l'avez deviné très facilement, sachant que Bridges et OG Anunoby sont pour moi encore relativement jeunes et là aussi assez perfectibles. Donc voilà, c'est pas évident. Il y a Hunter, il y a Clark, Grayson Allen ou Derek White ou Derek Favors également qui viennent comme ça, voilà, bouffer un peu de temps de jeu. Tant mieux, hein. Enfin, il faut toujours avoir un très bon banc, mais voilà, donc c'est une équipe qui est très intéressante. Au passage, je précise qu'elle est très amusante à jouer. Quelqu'un comme Brandon Clark, moi j'ai toujours été fan en fait de Brandon Clark. Je sais qu'il est encore au Griz, mais je trouve il y a vraiment ici un joueur très intéressant, peut-être un physique relativement atypique pour le poste 4 ou 5, puisqu'il est assez petit, hein, je crois qu'il est un tout petit peu en dessous de 2 mètres. Mais bon, on n'est pas trop choqué. Beaucoup de choses sont possibles en vérité dans le basket NBA. Et voilà, donc j'ai joué ce match face aux Sixers. Donc c'était la finale NBA des au moins 2 dernières années, je me souviens plus là, mais voilà, mais dans cette partie. Et donc à chaque fois, évidemment, c'est un choc. Et puis alors, ce qui est aussi assez amusant, c'est que c'est toujours un match très très difficile. C'est un match que j'ai aucune assurance de pouvoir gagner, parce qu'en face, il y a quand même une drôle de quasi Dream Team, et avec, allez, Jojo Embiid, qui se régale, hein, dès que c'est pas Adebayo en face. Il se régale sur Boucher, il se régale sur Naz Reid. Et puis ici va se passer un truc super improbable. Regardez bien Ben Simmons, le numéro 25, donc des Sixers. Hop là, qui va sortir et qui va shooter à 3 points. C'est immense ce qui s'est passé là. Je vous jure, ça m'a coupé les jambes pendant un bon moment et j'ai eu du mal à réagir, à m'en sortir. D'autant plus que derrière il attaque et Favors met la petite claquette. Et là, j'ai pris un énorme coup sur la cafetière. Heureusement, après on arrive à avoir un peu de réaction, notamment de notre banc, hein, toujours. Hein, cette seconde unit là, emmenée par Boucher, Reed, Payton, etc. Et puis ce match va se jouer en multiples prolongations. Première prolongation, deuxième prolongation. C'est incroyable en fait. Les deux équipes sont de la même force. Il n'y a vraiment pas... Il y a vraiment grosse difficulté pour moi de jouer face à ces Sixers. Je dirais c'est normal, je les ai bâtis comme insupportables à jouer. Voilà, c'est le cas, on est servi. Et je me suis construit mon ennemi en quelque sorte dans cette partie. On va même faire à un moment donné rentrer le vétéran Roy Hibbert pour fatiguer Jojo Embiid qui craque sur ce lancer franc alors que les deux réussis auraient pu peut-être donner la victoire aux Sixers parce que derrière ça nous aurait obligé à marquer. Puis regardez, on va de nouveau se retrouver sur une prolongation. Celle-ci sera décisive. Ce sera donc en 4e prolongation qu'on va enfin mettre un terme à ce match. Et comment ? Tout simplement en revenant aux bonnes vieilles ficelles. Écran posé par Isaac qui roule vers le cercle. Derrière, hop, il dépose un petit peu. Shai ne peut pas défendre face à Jonathan Isaac. Et puis, pour laisser bien la continuité, ce sont quelques actions à nouveau défensives qui vont faire la différence. Ici, Joel Embiid est relativement éloigné du panier par Adebayo qui pousse bien. Même s'il y aura ici un bon écran, malheureusement pour eux, les Sixers ne rentrent pas le panier. C'était OG Anunoby qui est en échec ici. Puis là aussi, je vais la garder, tranquille. On va donner la balle à Jason Tatum. On voit la mismatch. Il y a une aide qui arrive tout de suite. Direct, on décale sur Monk. Et c'est le 3 points salvateur et enfin, je dirais même libérateur pour Monk qui n'avait pas réussi à scorer dans ce match. C'était assez fermé, il n'avait pas beaucoup de possibilités. Et toujours dans la continuité, regardez, ce qui va quasiment sonner le glas
des Sixers, c'est cette action où Adebayo contre un Joel Embiid très probablement fatigué. Puis là, évidemment, on prend tout notre temps. Il faut aller au bout des possessions. Et puis encore marquer probablement, allez, un panier, à mon avis, on est bon. C'est Jason Tatum qui va ici venir s'occuper de cela sur un petit pull-up à quelques mètres du panier. Pour un match, je dirais, c'est assez rare hein, qu'on ait, je dirais, autant de points, que je joue aussi longtemps. 4 quadruples prolongations, même si on a été bien dominé au rebond, tout de même sur l'adresse, on a été un petit peu meilleur. La jauge était plutôt juste, hein, je pense qu'on s'est créé les shoots ouverts qu'il fallait. Joel Embiid stratosphérique à 51 points, secondé par un excellent Ben Simmons, mais pas du tout aidé par le reste de l'équipe quand même, alors que de notre côté, c'était Tatum et Doncic qui ont fait le boulot malgré des pourcentages quand même plus que suspects. Voilà. Maintenant, il faut avancer. On arrive la veille de Noël. On continue à gagner. La machine semble lancer. Qui va pouvoir l'arrêter ? Qui va pouvoir arrêter ces Mavericks ? Peut-être les Lakers, donc l'autre équipe assez dominante de l'Ouest dans cette partie. Donc je me dis que peut-être quelque chose peut s'avérer délicat. Chris Paul, LeBron James, Anthony Davis, je vous les ai déjà présentés, les têtes de cette équipe de Los Angeles, sachant que les Clippers sont vraiment au sous-sol hein, dans cette partie, ça va pas du tout pour eux. Donc les Lakers sont vraiment seuls au monde au niveau de LA. Voilà, on commence par quelques petites séquences défensives. On a Jason Tatum qui vient ici dunker pas mal, hein, par en dessous. Magnifique. Pour ponctuer un premier quart-temps où tout de même, à un moment donné, les Lakers se sont bien retrouvés pour finalement ne concéder qu'un écart très très faible. Et ça sera comme ça peut-être un petit moment, regardez, même si on a de la contre-attaque, ça j'adore. Voilà, on a vraiment du jeu rapide. Dès qu'on arrive à faire des stops défensifs, on explose en contre-attaque. Ça, c'est une chose que j'ai pas avec d'autres équipes, dans d'autres parties. C'est cette capacité à exploser en contre-attaque. Mais néanmoins, ces Lakers nous ont posé pas mal de problèmes. Et il faut attendre le début du quatrième quart-temps pour commencer à recoller. Ici, sur ce panier de Cam Reddish. Et un petit peu plus tard, Luka Doncic pour ne pas nous donner l'avantage déterminant. On est en fin de match, hein, vous l'avez vu. Une fois qu'on avait pris le score, on avait cette balle de match. Chris Paul pour LeBron James. Ouf. Et eux aussi ont raté leur balle de match. Donc au final, on reste quand même victorieux, mais de très peu. On s'est fait peur, mais la bonne humeur semble régner sur le terrain. Donc tout va bien. On a shooté à 27% à 3 points. C'est la calamité du moment. Et c'est comme ça, l'adresse, ça va, ça vient. Après, cette équipe des Lakers, elle est super bonne en défense. Et on a trouvé assez peu de shoots réellement ouverts. Et puis des fois, après, avec la jauge qui joue au pourcentage, on se retrouve avec également des shoots ouverts qui sont ratés. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, j'ai eu un mauvais pourcentage sur mes deux superstars, là. Je crois qu'on est assez cata sur ce coup-là, mais la victoire est là sur un match assez défensif. Dans la foulée, je vous parlais des Clippers qui sont beaucoup plus faibles que les Lakers dans cette partie. Et c'est quand même intéressant parce qu'il y a Zion Williamson du côté des Clippers. Il est entouré notamment par Zubac. Et c'est toujours, moi j'aime bien jouer ces matchs-là parce que ça me permet d'essayer des choses, de tenter de nouveaux systèmes une fois que le score est assez acquis, hein, je dirais. Il y a toujours ce fond de jeu des Mavs, il est vraiment super intéressant. Hein. Il est super bien, les Mavs 2000... je sais plus comment ils l'appellent là, dans la tactique de départ de l'ère Steph Curry, mais ce fond de jeu 2016 des Mavs, il est génial.
Il y a comme ça beaucoup de systèmes qui sont assez faciles à appliquer et qui surtout nous donnent des situations très favorables. Ici, c'est Jonathan Isaac qui va comme ça y aller de son petit 3 points final. Alors, les adresses restent toujours autour des 40%. Quand j'atteins les 40%, je suis assez content. Mais ça, je pense que c'est le niveau de difficulté qui fait ça. Donc voilà, toujours le superstar par rapport à ce réglage-là. Et puis, toujours, je constate un petit peu plus de facilité à jouer les matchs en ère Steph Curry que dans une ère moderne. Voilà, ça c'est vraiment la constante. Je trouve que c'est inchangé, toujours le même constat par rapport à ça. On bat les Warriors en simulation dans la foulée et se présentent à nous les Kings. Les Kings, attention, c'est une force de l'Ouest avec leurs 23 victoires et 13 défaites. Ils sont orientés autour du duo John Collins, DeAndre Jordan. Attention, DeAndre Jordan, il y a encore quelqu'un qui compte beaucoup à ce moment-là dans le jeu. Attention, il y a aussi Dennis Schroeder, on le connaît bien. Et puis, il y a ce shooter qui s'appelle Cooper, celui qui a la balle là. Voilà, hop. Donc, attention à lui. On l'a déjà croisé au cours des années précédentes. Le mec est capable de nous mettre des séquences de shoot assez insensées. Et regardez ici pourquoi j'ai fait pause. C'est parce que le pauvre Jason Tatum, pendant qu'il posait un écran descendant pour libérer le shoot de Jonathan Isaac, s'est retrouvé au sol. Il va être blessé à l'épaule et va quitter immédiatement ses coéquipiers. Ce sera une blessure rouge, une blessure avec laquelle on ne peut pas jouer. Et c'est quand même le vrai coup dur de ce premier quart-temps, même si honnêtement on n'était pas si mal. Après, la vie sans Jason Tatum, on peut l'envisager, mais il faut aussi se dire une chose, c'est que ces Kings, c'est une équipe qui, alors peut-être à mi-distance comme ça, n'est pas phénoménale, mais par contre possède quelques joueurs, notamment un qui sort du banc et qui est insensé, j'ai nommé le joueur fictif, Anderson. Allez, c'est lui là, voilà, le tatoué là. Il est assez incroyable. Je suis sûr que dans vos parties aussi, si vous avez joué en MyNBA, non pas en ère moderne, mais dans une autre ère, vous avez aussi des mecs tatoués comme ça. À mon avis, le jeu les crée automatiquement. Et c'est assez énorme en fait, le niveau de jeu de ce type. Il est parti pour être 6e homme de l'année. Et il le mérite, statistiquement. Donc bon, après, ça ne nous empêchera pas de clore le suspense dans ce match, notamment grâce à Luka Doncic et ici Malik Monk, qui font le boulot en l'absence de Jason Tatum. Mais voilà, toujours très dangereux les Kings, et on comprend qu'ils soient bien classés en fait à l'Ouest. Ils gobent pas mal de rebonds offensifs, ils ont tendance à être assez pénibles, mais dans le bon sens, quoi, c'est-à-dire intéressant à jouer. Et donc voilà, le petit Cooper a été correct. Anderson, dont je vous parlais, a fait 16 et 14 en 20 minutes. Et puis nous, de notre côté, on a eu un gros Luka Doncic pour pallier à l'absence de son compère. Voilà. Tatum aura joué donc 3 minutes, 0 points. Ça baisse la moyenne, c'est dommage. Mais c'est comme ça, en torse de l'épaule gauche, 1 à 2 semaines. Alors il y a aussi une chose que je ne m'explique pas, c'est pourquoi est-ce que une blessure de 1 à 2 semaines va durer 5 jours, quoi. Déjà, je comprends toujours pas, il faut m'éclairer. C'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave, mais en l'absence de Tatum, on a besoin de faire une rotation alternative, je dirais, dans laquelle peut-être Monk et Gary Payton vont avoir un petit peu plus d'importance. C'est assez sympa de pouvoir donner plus de temps de jeu à certains joueurs. On va aussi terminer le match avec T-Ross. C'est aussi l'occasion d'essayer de voir d'autres gens briller. Et puis, pourquoi pas tester ce truc-là face aux Nuggets. Donc, je vous la faire courte. J'ai joué ce truc-là, juste aussi, là encore, pour sentir un peu l'équipe sans Tatum. Ça bouge pas une oreille, à l'image de ce
joli dunk d'Adebayo qui aura été alimenté par Derrick Rose, mais aussi par Luka Doncic dans ce match. Doncic qui force pas, enfin si, mais bon, qui a un pourcentage désastreux. Et les autres qui font vraiment le boulot et qui prennent le score, et pas de problème particulier. Voilà. Donc, on a surtout été irrespirable défensivement pour l'adversaire avec Beasley et Jamal Murray qui ont été une très grande souffrance pour pouvoir inscrire le moindre panier. Qu'est-ce que ça donne au bout de 40 matchs et avant de mettre un terme à l'épisode? Donc, ça donne Dallas en tête avec un petit matelas sur les Lakers, avec Grizzlies, Warriors, Kings et Wolves potentiellement au contact des Lakers, avec ensuite les Spurs qui se détachent d'un petit groupe d'équipes qui sont légèrement en dessous des 50%, et puis après des équipes plus en souffrance comme Utah, Clippers, Thunder ou Blazers, et les Pelicans très en souffrance. Voilà. Ensuite, on a Philadelphie qui domine l'Est, ce n'est pas une surprise. Attention, il y a une équipe derrière Boston qui pointe le bout de son nez et qui est solide depuis une ou deux saisons. C'est les Chicago Bulls de Jimmy Butler qui se régalent. Jimmy n'a pas changé de franchise, il est toujours à l'endroit où il a été drafté et il est le franchise player à Chicago. Donc attention en play-off à cette équipe de Chicago qui peut créer des problèmes. Les 5 premiers de l'Est peuvent vraiment jouer un rôle en play-off. Les autres, ce sera beaucoup plus difficile. Mais les 5 premiers, honnêtement, ils peuvent tous aller en finale NBA. Au vu de ce que j'ai observé, Orlando, malheureusement, mauvais élève de l'Est, malgré de très bons joueurs. Je ne comprends pas ce qui se passe à Orlando. C'est une calamité dans la partie. Et puis sinon, Doncic qui flirte toujours avec le 20 points, 7 rebonds, 7 passes décisives. Tatum qui va nous revenir dans quelques temps. Adebayo en double-double. Isaac qui honnêtement est d'une solidité incroyable. Monk et D-Rose toujours pourvoyeurs de points et très précieux autour de la vingtaine de minutes. Et puis n'oublions pas ceux qui rentrent en jeu aussi, comme Boucher, Payton, Ross, Reddish, qui est jeune, Reed, jeune également, McDaniels, jeune aussi, mais qui contribuent à leur manière pour, surtout aussi, j'essaie de les développer, ça va de soi, parce que je pense à la suite. Ouais, parce qu'en fait, cette partie me donne envie d'être continuée, au moins jusqu'à la draft de Victor Wembanyama, je dirais, à peu près, voilà, pour schématiser, voilà. Je vous dis à plus. Il y aura comme ça de temps en temps un épisode Mavericks qui vient s'insérer ici ou là. À plus, bye bye.